Bonjour à tous, je me présente, je suis Laurelène Venton, je travaille pour Camp2Camp. Je suis depuis le début de cette année Product Owner pour Camp2Camp sur les développements GNUI. Et donc je vais vous présenter, alors il va y avoir 2 présentations à la suite, peut-être quand même un moment de questions entre les deux, je ne sais pas encore. Je vais vous présenter les nouveautés du Data Hub qui datent des à peu près 6 derniers mois. Et je vais aussi vous présenter les fonctionnalités de l'éditeur de métadonnées qui est intégré à GNUI. Mais tout d'abord, le Data Hub. Alors, je fais une petite présentation générale. En réalité, on a déjà pas mal parlé du Data Hub depuis le début de l'après-midi. Donc, la plupart d'entre vous commencent à comprendre de quoi il s'agit. C'est une interface de consultation du catalogue GeoNetwork. L'idée de départ, c'était que le GeoNetwork, que j'ai tendance à appeler historique, legacy, enfin, pas GeoNetwork UI en tout cas, à une interface qui n'est pas forcément des plus modernes et des plus agréables. Et nous, on avait ressenti un besoin d'avoir une interface plus orientée grand public, qui soit avec des problématiques d'accessibilité, qui soit avec une harmonisation des déploiements qu'il pourrait y avoir. Donc on a lancé ce travail il y a plusieurs années, ça a déjà été présenté de nombreuses fois. Et parmi les fonctionnalités principales qui existaient déjà, on avait de la recherche, du newsfeed, une liste d'organisation et une grosse partie de l'interface qui était sur comment mettre en valeur un jeu de données une fois que la recherche a été satisfaisante. Et dans le jeu de données, on allait avoir une présentation générale, un aperçu, toute une section sur les liens internes et externes de ces jeux de données. Et je vais en parler dans la présentation, mais notamment sur les jeux de données, on a cette année introduit deux nouvelles sections sur les catalogues d'attributs et les liens internes au catalogue entre les données. Alors c'est un projet en constante évolution, mais il ne faut pas oublier non plus que ça repose sur des briques techniques. Donc je fais une petite aparté, c'est pas fonctionnel, mais c'est juste pour dire que voilà, au fur et à mesure de nos développements, on essaye aussi de mettre un accent sur la maintenance technique parce qu'on veut que ça soit un produit qui reste au goût du jour. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais le framework sur lequel repose GNUI, c'est Angular. Il y a des versions majeures qui sortent tous les 6 mois. On essaye de se tenir à jour. Donc là, cette année, on a fait un travail de migration vers Angular 18. On essaye aussi de mettre à jour autant que possible les librairies sous-jacentes pour lesquelles on est en capacité de participer. Et voilà, pour que le travail de développement soit le plus ouvert possible au reste de la communauté, on essaye aussi de faire un travail de maintenance sur les tests end-to-end qui sont vraiment notre brique de confiance. Si les tests passent, c'est qu'on n'a pas pété l'application. Donc voilà, on essaye régulièrement de faire en sorte que la communauté puisse participer en maintenant aussi l'infrastructure de développement. Alors, il y a un sujet autour de la communauté, je l'ai bien ressenti. Je voulais déjà remercier les clients avec lesquels on travaille. Donc nous, on a en interne ce qu'on va appeler des sites pilotes qui ont fait le pas d'être le plus à jour possible sur les versions qui sont déployées, donc en latest sur du dev et sur les dernières versions disponibles lorsqu'on est sur de la prod. Et donc notamment nos deux grandes plateformes d'exemple, ça va être Géo de France qui nous permet de tester des développements Data Hub Vanilla ou Standalone. Donc voilà, je vous ai rappelé les 2 adresses si vous voulez aller faire des tests vous-même aussi. Et on a aussi un bel exemple avec la métropole européenne de Lille pour tout ce qui est custom app. Donc voilà, le fait de pouvoir construire une application à partir de sous-briques produites par GNUI. Et voilà, un grand acteur qu'on a eu cette année aussi, enfin pas que cette année, mais beaucoup cette année, c'était l'IGN. Donc je vous incite aussi à aller voir les capacités offertes par carte.gouv.fr. Donc là, je vais lister les évolutions qu'on a eues en fin d'année dernière, je dirais. Donc on a une nouvelle page qui est disponible pour la description des organisations. Donc on propose une description propre à l'organisation, parce qu'avant on n'avait que des descriptions de jeux de données, et les liens vers les ressources de l'organisation. Donc voilà, ça donne ce genre d'exemple où on a
bon, c'est pas ce qui est le plus parlant, mais je vous incite à aller voir par vous-même sur les sites qui hébergent déjà les versions les plus récentes. On a aussi introduit la légende dans l'aperçu des cartes qui ont des sources WMS. Donc voilà, c'est fait automatiquement quand il y a un serveur qui propose des services GetLegend Graphics. On peut construire un bloc de légende automatiquement dans l'aperçu. On a augmenté la liste des web components disponibles. Donc Florent vous a présenté la liste juste avant, et depuis le début de cette année, on peut aussi utiliser les aperçus cartes et tables en web components. Donc là, je vous présente dans le Data Hub, en fait, sous chaque aperçu, on a un extrait du code qui va permettre de se servir des web components. Et après, on a une page de démonstration pour chacun des web components. Donc je vous rappelle aussi les liens pour la partie carte et pour la partie table. On a amélioré notre usage de la fonctionnalité More Like This d'Elasticsearch. C'est ce qui permet de faire une sorte de navigation cross-ressources. Donc voilà, quand une ressource est identifiée comme étant proche d'une autre ressource, on l'affiche dans la dernière section de la page dans le Data Hub. Avant, on se basait uniquement sur le titre, je crois, ce qui ne donnait pas des résultats très fructueux parce que ça arrive que des ressources aient un nom très proche et sans avoir beaucoup de rapports, si elles contiennent juste le nom de la région. Ouais. Donc maintenant, on se base aussi sur le résumé et les mots-clés, et on a un bien meilleur résultat. On a introduit la notion de bannière. Donc là, c'est la suite d'une PR qui avait été proposée pour GeoNetwork historique, où ils avaient développé une feature pour pouvoir afficher une bannière à partir d'une clé de traduction. Et on reprend exactement la même clé pour pouvoir afficher aussi une bannière dans le Data Hub. Quelques améliorations de fonctionnalités. Donc on propose un aperçu des données dans le Data Hub, et pour optimiser cet affichage, on se base sur une librairie qui s'appelle OGC Client et qui a une mise en cache qui était non satisfaisante pour les données en temps réel. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de détecter à partir de la fréquence de mise à jour, qui est donc une métadonnée renseignée pour chaque JDD, quand la fréquence de mise à jour est sur en continu ou temps réel, ou lorsqu'elle a un pas de temps suffisamment faible, je ne me rappelle plus de la valeur exacte, on désactive le cache. Comme ça, voilà, on a de la donnée en aperçu qui reste à jour par rapport à ce que proposent les services. Donc ça, c'était partagé par plusieurs acteurs, ces évolutions. Maintenant, je vais vous présenter des évolutions qui ont été commandées plus spécifiquement par l'IGN pour des besoins de carte.gouv.fr, mais pas que. Et donc, on va pouvoir un peu revenir sur effectivement cette notion de alliés spécifiques et communautaires. Alors, l'IGN avait une volonté très très forte de ne pas trop driver, enfin en gros, ils voulaient des fonctionnalités, mais sans forcer la communauté. Ils nous ont vraiment approchés en nous disant on aimerait des développements, mais on aimerait que ça soit suite à des échanges, que ça ne soit pas que l'IGN qui vienne avec ces demandes imposer le travail. Donc nous, on a passé du temps avec eux pour élaborer, affiner leurs besoins. On a aussi passé du temps, il y a eu un code sprint à Berlin en début d'année, où on a essayé de commencer à fédérer un usage et une communauté autour de GNUI. Alors la question se pose, est-ce qu'il y a une communauté GNUI? Il se trouve que pour le moment, il y a quand même plutôt une communauté GeoOrchestra, et il se trouve que GNUI est beaucoup utilisé par GeoOrchestra. IGN est un peu à la marge entre GeoOrchestra et pas GeoOrchestra. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas parler à proprement parler d'une communauté GNUI, mais on se repose sur la communauté GeoOrchestra. Et donc, on a communiqué sur les canaux standards GNUI, OSGeo, GitHub, les évolutions proposées sous forme de proposal. Donc, vous pourrez aller voir les liens. Bon, les développements ont été faits, mais ça permet quand même de se faire un aperçu de comment est-ce qu'on a présenté le travail qu'on allait réaliser. Et il y a aussi une plateforme de test qui est ouverte voilà, à qui veut tester
ces nouveaux développements. Donc dans les développements qui ont été amenés, on est maintenant capable de supporter les tuiles vectorielles dans l'aperçu Carto du Data Hub, aussi bien pour le fond de plan que pour les sources de données. On se repose sur le format map libre et on est capable d'avoir un affichage différencié par source dans la carte map libre en fait. Et donc ça donne ce genre d'aperçu. Là vous avez un fond de plan du plan IGN et par-dessus la BD topo routière voilà, sur Rennes. Ensuite, l'IGN nous a apporté des problématiques intéressantes sur le Data Hub parce que c'était la première fois qu'on avait des services aussi volumineux. Ça va se retrouver sur plusieurs aspects des développements qu'on a fait. Là, le premier cas, c'était pour le WFS. En fait, ça arrive très fréquemment qu'ils aient des couches avec des millions d'objets, je ne les compte même plus. Les services ont une limitation volontaire pour ne pas saturer le réseau, ne pas saturer les services. Sauf que cette limitation, elle n'est pas forcément documentée dans les capacités. Donc il fallait pouvoir le paramétrer aussi côté front, parce que l'idée, c'est que afficher des données partielles, parfois, c'est pire que de rien afficher du tout. Donc le choix qui a été retenu, c'est que pour la vision en table, maintenant, on va tout le temps paginer. À partir du moment où on est sur du WFS qui supporte la pagination, donc il faut que ça soit du 2+. Et pour les autres types d'affichage, carte et graphe, on s'est arrêté à ne pas afficher la donnée quand elle est trop volumineuse, pour au moins ne pas, dans la mesure où une limite a été configurée, pour ne pas venir présenter de l'information erronée à l'utilisateur. C'est particulièrement vrai dans le cas des graphes. En fait, si on fait un graphe sur 5000 éléments qui sont extraits d'une base de 1 million, il y a de fortes chances que le graphe il soit complètement biaisé, quoi. Donc on a aussi dû faire un peu de refonte graphique. Notamment, bon, il y a eu quelques harmonisations parce qu'on a dû revoir un peu le contenu de la recherche et la présentation du score de qualité. Mais aussi, en fait, on commençait à avoir des pages de jeux de données qui avaient beaucoup de liens. Donc quand on est sur une page de jeux de données, on va afficher des liens pour du téléchargement, pour des API, des annexes. Et donc, dans le cas de la BD Topo, ça arrive qu'un jeu de données ait 60, 80 liens. Et quand on était sur l'affichage historique avec juste une énorme liste à la Prévert, c'était pas adapté. Donc là, on a revu l'affichage des listes pour passer à un affichage sous forme de grille qui va s'adapter au nombre d'éléments. Donc, pour les data hubs historiques, on va dire, qui étaient satisfaits de l'affichage en liste parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'éléments, ils vont garder un affichage assez proche de ce qu'ils avaient. Et pour des data hubs qui présentent des jeux de données volumineux, ça s'adapte. Je vais vous montrer un exemple de comment ça s'adapte. Voilà, et le contenu des cartes a été aussi adapté pour profiter au maximum de cet affichage en grille qui vient s'adapter. Donc voilà, là c'est un exemple de ce que ça donne. Donc on peut voir que au lieu d'avoir une seule liste, on va avoir plusieurs colonnes avec voilà, une navigation de page en page de la grille, et le contenu va s'adapter selon le nombre d'éléments dans la grille. On a introduit 2 nouveaux types de pages qui sont supportées dans le Data Hub maintenant. Donc on a une page dédiée aux services. Je vous invite à aller voir le proposal pour voir tout ce qui a été fait, les illustrations, ça sera bien plus précis que ce que j'aurai le temps de vous présenter maintenant. Mais en fonctionnalité principale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a proposé un nouveau score de qualité, donc à quel point la métadonnée a été complétée pour un service, et ce n'est pas les mêmes informations que pour un JDD. Typiquement, la fréquence de mise à jour pour un service, ça n'a pas de sens, alors que c'est vraiment la donnée qui est mise à jour. On a fait le choix de retirer l'aperçu de données, encore une fois, parce qu'on cherche à décrire le service, pas à décrire la donnée sous-jacente au service, qu'on a remplacé par une étendue spatiale du service. On a une section dédiée aux capacités, toujours du service, et l'introduction de... on garde la notion de lien et l'introduction de liens internes avec la notion de données sources. Voilà,
Dans la terminologie XML, ISO, on passe par ce qu'ils appellent le lineage. C'est pas vraiment la même notion que la généalogie écrite plein texte, parce que là, c'est vraiment un lien interne au catalogue. Et on a dû adapter la recherche pour pouvoir sélectionner spécifiquement une recherche de service. On a fait un travail très similaire pour les réutilisations. Je pense que pendant les questions, si la notion de réutilisation n'est pas très claire, on pourra en discuter plus. On a considéré que la donnée la plus importante d'une réutilisation, c'était où est-ce qu'elle est hébergée. Donc on a mis en avant le lien principal vers la réutilisation. On a aussi revu le score de qualité, enlevé l'aperçu, remplacé par une étendue, et toujours ces notions de lien interne et externe, et l'adaptation de la recherche. Autre grande nouveauté sur les jeux de données dans le Data Hub, c'est que maintenant on peut présenter un catalogue d'attributs. On supporte les deux formats ISO, soit liés, soit intégrés. On supporte aussi des feature catalogues qui ont plusieurs couches, donc plusieurs feature types. Et on présente les informations pertinentes, le nom, la description par couche, type, nom, description par attribut, et aussi la notion de valeur unique, valeur listée, comme c'est nommé dans GeoNetwork. Voilà, donc ça donne ce genre d'affichage. On va avoir une brique par couche quand il y a plusieurs couches, et puis ensuite, voilà, la présentation du type, des noms des objets. Donc ça, c'est disponible sur la plateforme de test qu'on a mise en place pour l'IGN. Ça, c'était quelque chose qui était très demandé, ça, par beaucoup de plateformes. Ouais. Les catalogues d'attributs, les retrouver, parce que ça documente vraiment la donnée, quoi. Je me permets de... Dans les autres évolutions, on a rétabli la notion de menu d'accès rapide. Ça, c'était dû au fait que les pages de jeux de données sont devenues assez conséquentes. On a rajouté 2 sections. On a rajouté la section Feature Catalogue qui est assez volumineuse, et on a rajouté une section pour les liens internes. Donc là, ça redevenait pertinent à partir du moment où on a plus que 5-6 sections de pouvoir accéder rapidement à une des sections. Donc voilà le rendu actuel. Et la dernière amélioration qu'on a apportée, c'était que dans le contexte IGN, ils vont avoir beaucoup de pages de jeux de données qui reposent sur des services qui sont en accès restreint. Donc ils veulent publier leurs données, ils veulent publier la description, mais la ressource sous-jacente n'est pas disponible. Donc dans l'aperçu, ça provoquait une erreur. Voilà, on ne pouvait pas présenter d'aperçu. Et ça, ils ne voulaient pas que ça soit sujet à de la remontée de support. Donc l'idée, c'était de détecter correctement qu'on était juste sur un accès restreint et prévenir l'utilisateur dans ce sens-là. Donc là, il y a un message particulier qui permet aux utilisateurs de comprendre que oui, le Data Hub a été correctement configuré, mais la donnée n'est pas disponible. Je fais un petit point sur le planning des releases. Donc là, on aimerait arriver à une release d'à peu près une fois tous les 3 mois pour avoir un bon équilibre entre prendre le temps de définir quel doit être le contenu de la prochaine release et en même temps ne pas trop attendre entre chaque demande, on va dire. Donc là, tout ce que je vous ai présenté, c'est pas encore dans une release, c'est sur la branche main et ça devrait être disponible d'ici une semaine ou 2. Et on espère faire une prochaine release à l'automne. Mais par contre, ça n'empêche pas de pouvoir tester ce qui est développé au quotidien sur les plateformes. Alors, les plateformes que je vous présente là sont mises à jour sur les releases, mais par exemple, la plateforme de dev de l'IGN, elle est mise à jour en latest. Pareil pour la dev Géo de France, pardon. Donc, il y a plusieurs plateformes de développement qui permettent de tester dès qu'une nouvelle feature est livrée. Je vous parle un petit peu des travaux à venir. Donc, on va travailler avec Data Grand Test pendant l'été. Et parmi les améliorations qui concernent le Data Hub, on va travailler à l'amélioration de l'éco-index, donc faire en sorte que le Data Hub soit une application
éco-responsable, donc ne pas consommer trop de ressources ou juste ce qu'il faut. Et on va aussi travailler à la configuration de la prévisualisation, donc dans la partie aperçue d'une fiche de jeu de données, faire en sorte que la première visualisation affichée soit celle qui a le plus de pertinence pour les utilisateurs. Et avec ça, j'ai fait le tour pour le Data Hub.